De temps en temps, il est bon de repartir des bases de la discipline, et c'est ce que nous avons fait grâce aux questions de mon co-animateur. Moi, d'abord, ce que j'aimerais, c'est parler un petit peu de ce mot de rhétorique. Mhm. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en France, vous êtes en gros 2 personnes, peu plus ou moins mis en avant, il y en a d'autres bien sûr, hein, mais qui parlaient au grand public de rhétorique. Donc il y a Clément Viktorovitch et puis toi, lui plutôt télé, toi plutôt, réseau. Et en fait, moi j'ai l'impression que ce mot de rhétorique, il a un côté très académique, Mhm. très théorique, et aujourd'hui, la plupart des gens parlent de communication, Mhm. même de marketing, même de politique, de manipulation, etc. Où se place la rhétorique là-dedans? Est-ce que la communication, c'est une part de la rhétorique? Est-ce que la rhétorique, c'est une part de la communication? Où se place la rhétorique dans le monde moderne, en fait? Mhm. C'est intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est marketing et communication, on copie les Américains. Donc les Européens copient les Américains et redécouvrent des choses qui ont été développées notamment dans le sillage du marketing à partir notamment des années 70. Moi, je pense que c'est une erreur de faire ça. Parce que pour une fois qu'en Europe on a quelque chose qui nous est propre, la rhétorique c'est vraiment une discipline qui a été inventée en Europe, c'est dommage de parler de communication et de marketing sans repasser par les racines. Ce qu'il y a, c'est que en France notamment, on a eu une relation qui a été très tumultueuse avec la rhétorique. Ce qui s'est passé, c'est que la rhétorique était surtout une discipline qui était pratiquée par les élites. Donc on a au Moyen Âge, c'était les exemples de pratiques rhétoriques qu'on avait, c'était la disputatio, donc à savoir des élites de l'Église qui allaient se disputer sur des textes religieux, etc. C'était de la rhétorique de salon, donc le mot d'esprit, le trait d'humour, et ces disciplines a été complètement saquées lors de la Révolution. Lors de la Révolution, il y avait beaucoup de discours justement anti-rhétoriques. Il y a des discours de Robespierre anti-rhétoriques. Ces disciplines des élites qui essaient de manipuler le peuple, enfin, c'est génial la Révolution française pour ça, c'est qu'on a des orateurs qui déploient des trésors de rhétorique pour abattre la rhétorique. Et au-delà de ça, la rhétorique a été ciment sortie des programmes scolaires, et je crois même que c'était par Jules Ferry, par une drôle d'ironie de l'histoire. Je crois que c'est Jules Ferry qui a sorti la rhétorique de l'enseignement, justement en disant on ne doit pas former les gens à parler de sujets qu'ils ne connaissent pas. Les gens doivent apprendre à compter, ils doivent apprendre l'histoire, ils doivent apprendre à lire, à écrire, etc. Et la rhétorique est une discipline qui est dangereuse. Et là-dessus, je pense qu'on a exactement la même approche avec Clément. C'est qu'on considère que justement ces outils sont très importants à être maîtrisés pour la plupart des citoyens. Clément Viktorovitch va plutôt avoir l'approche pour dire que c'est des outils qui sont importants pour pouvoir décrypter les discours et pour pouvoir déjouer les manipulations. Et moi, je vais plutôt avoir tendance à dire que c'est des outils qui sont importants justement pour apprendre à pouvoir faire des discours qui sont plus efficaces et ne pas être dans une position où on essaie d'analyser les discours des puissants, mais où on essaie de devenir soi-même impuissant. Mmh. C'est ça mon objectif. Donc, rhétorique, c'est important pour moi de conserver le terme parce que c'est une discipline qui est proprement européenne, et on peut se réapproprier ses racines, et en suivant le fil de la rhétorique, on tombe sur plein d'orateurs, sur plein de formes de discours à travers les siècles depuis 2500 ans. Et évidemment que le marketing a permis de faire avancer la discipline, parce que qui dit marketing dit donner. Et donc Mmh. aujourd'hui, c'est effectivement possible de faire des expériences, de regarder au niveau de la couleur, est-ce que les gens cliquent plus, au niveau de la formulation, est-ce que les gens cliquent plus. Donc on peut vraiment récolter des données pour mieux comprendre ce qui fait l'efficacité d'un discours. Ce qu'on touche quand on se réapproprie les racines rhétoriques, c'est tout ce qui concerne le style. Donc, à savoir, pas seulement le contenu du discours, mais comment le formuler d'une manière qui se démarque. Et pour moi, c'est de plus en plus important parce que la plupart des gens n'ont pas de style. Les gens ont les yeux rivés sur les gens qui sont autour d'eux,
et ils ne prennent pas suffisamment de recul. Se demander par exemple, avant d'avoir ce style contemporain un peu fade, il y a eu un style baroque, il y a eu un style classique, il y a eu un style romantique, et le fait de circuler entre ces différents styles, ça permet de sortir un petit peu de la bulle du contemporain et de se dire: je pourrais faire des choses un petit peu différentes de ce que j'ai sous les yeux et commencer à se démarquer. Ok, il y a plein de choses dans ce que tu as dit que j'ai prévu dans des futures questions et qu'on va approfondir. Mais avant Mhm. ça, quand je cherche la définition la plus simple de rhétorique, en général, c'est l'art de la persuasion, l'art de Mhm. persuader. Est-ce que ça te va comme définition ou... Alors moi, je conseille à tout le monde de justement quand on commence à rentrer dans une discipline, de faire un exercice rhétorique qui consiste à compiler les définitions qui ont été faites de notre domaine et après de voir si on peut y apporter quelque chose. Et art de la persuasion, ça me va, mais pour moi, c'est seulement une dimension de la rhétorique. Je dirais que persuader, en fait, persuader, ça pourrait être aussi bien le marketing. Le Mhm. marketing a pour finalité de persuader dans un acte d'achat. Et je pense que la rhétorique, c'est une discipline qui a un spectre plus large, parce que la rhétorique est fondamentalement politique. À la Mhm. base, c'était ça. À la base, c'était pas persuader d'achat. Un achat, c'était persuader qu'une mesure était bonne, persuader que un individu avait enfreint une règle morale. Donc c'est un spectre de persuasion qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus lié à ce que ça veut dire d'être un humain en société. Donc c'est pour ça que moi, quand j'ai fait ce petit travail parce qu'il y a pas mal de définitions, il va y avoir des définitions plutôt romaines du type la rhétorique, c'est l'art de bien parler. La Mhm. rhétorique, c'est l'art d'instruire en distrayant le public. Moi, je dirais que la rhétorique, c'est l'art de mettre ses idées en discours et son public en mouvement. Mhm. Et ça, j'aime bien parce on a toutes les dimensions, parce que dans la rhétorique, il y a aussi un travail sur les idées. Comment est-ce qu'on produit la matière du discours? Il y a un travail sur la structuration du texte et sur le style. Et puis, il y a un travail, effectivement, sur le rapport avec le public et sur la création d'un mouvement. Donc, c'est ça la définition que je donne dans mon livre. Mhm. Il y a le terme qui revient tout le temps, là maintenant, ou même quand on recherche, c'est le mot discours. Mhm. Donc, une des questions que j'ai, c'est la rhétorique, est-ce qu'elle s'arrête au discours oral en plus? Donc là, est-ce qu'elle s'arrête au discours oral? Est-ce que en termes de communication orale, ça va jusqu'au débat? Parce qu'après, j'ai vu des trucs dialectiques, rhétoriques. J'ai vu que tu avais fait des vidéos sur le sujet, hein, mais là, on reprend Mhm. les questions basiques. Donc, est-ce que c'est que le discours? Est-ce que ça va jusqu'au débat? Est-ce que ça va jusqu'à l'écrit? Est-ce qu'on Mhm. utilise de la rhétorique? Là, on parle du vocabulaire, hein, mais c'est pour bien maîtriser ce que comprend et ne comprend pas la Ouais. rhétorique. Parce que parfois, on va sur des sujets, et je reparle, désolé, mais j'ai pas voulu me baser que sur tes vidéos, donc j'ai aussi vu des choses de Clément Viktorovitch, et j'ai vu des choses de lui où on lui demandait, alors c'est peut-être pas lui qui a produit, mais on lui demandait par exemple comment faire en sorte d'obtenir une meilleure table au restaurant. Et il nous Ah, explique, voilà, au serveur, je dirais ci et ça. Et tu vois, qu'on utilise l'art de convaincre dans d'autres domaines, y compris potentiellement le marketing ou avoir une meilleure table ou que faire quand on dit mhm. tu m'as volé quelque chose. Et Viktorovitch parlait aussi de bah voilà, il faut pas dire je ne suis pas un voleur parce qu'on dit le mot voleur, tu sais, ces trucs classiques de communication. Mhm. Donc voilà, discours, débat, article, dans la vie de tous les jours, tu as une conversation, est-ce qu'on peut encore parler de rhétorique? Jusqu'où ça va? Mhm. Alors moi j'aime bien repartir de la rhétorique d'Aristote, et ça vous Mhm. allez le trouver sans aucun problème en version PDF n'importe où. Euh, à l'origine, c'est vraiment un art du discours dans trois situations. Il y a trois situations pour lesquelles on apprend à prendre la parole quand on se forme à la rhétorique. La première, c'est la situation délibérative. Donc à savoir, on présente une mesure avec une série d'arguments pour montrer qu'elle est opportune, pour montrer que c'est faisable, pour montrer que ça va avoir des conséquences bénéfiques, pour montrer qu'en plus elle est morale. Donc c'est tout un tas de... Ça, c'est des lieux, en fait. C'est ce qu'on appelle des lieux en rhétorique. Dans chaque situation de discours, on a un petit peu comme des tiroirs dont on peut tirer les arguments. Et le fait Mhm. d'avoir conscience de ça, ça permet, quand on doit faire un discours, de ne pas partir de trop loin. Donc première situation, c'est est-ce qu'on doit augmenter les impôts, est-ce qu'on doit partir en guerre, etc. Donc situation délibérative. Deuxième situation, c'est situation judiciaire. Donc c'est des discours qui portent à deux niveaux. Premièrement, sur les faits. Est-ce qu'on a des preuves qu'un acte délictueux a été accompli? Et puis deuxième chose, à quel point c'est grave? Et là, pareil, on va avoir des lieux du type les intentions.
la personne a fait quelque chose de mal, mais est-ce qu'elle voulait mal agir? On va avoir des arguments sur les conséquences. La personne a fait quelque chose qui est peut-être pas si mal, mais si on ne la sanctionne pas, est-ce qu'on ne risque pas de créer un précédent? On va avoir des arguments sur les circonstances. Donc, au regard de la situation dans laquelle elle était, est-ce qu'une personne rationnelle aurait agi de la même manière, etc. Donc, on a différents lieux, et donc ça, c'est des discours judiciaires. Et en fait, quand on dit discours judiciaire, et c'est là qu'on va vers des choses qui sont plus proches du quotidien, évidemment, dans la tête d'Aristote, c'était ça, c'était on vous accuse et vous devez aller vous défendre face à un public, parce qu'il n'y avait pas d'avocat, on est vraiment dans une démocratie directe. Mais en fait, c'est dans toutes les organisations, dès qu'on est dans une position un petit peu de management, on doit des fois avoir ces choses à gérer. On a quelqu'un dans notre équipe qui a fait quelque chose, à quel point c'est mal, est-ce qu'on doit le sanctionner ou pas? Et au-delà de ça, on est souvent dans des situations où on est accusé. Et de plus en plus avec les réseaux sociaux, on n'est pas à l'abri de se manger un clash, un conflit, etc. Et là, on est dans de la rhétorique judiciaire, où il faut réfléchir en termes d'intention, de circonstances, etc., pour avoir un discours qui permet de justifier la manière dont on s'est comporté au cas où on serait attaqué. Et puis la dernière forme de rhétorique, et ça c'est quelque chose qui nous est assez étranger aujourd'hui, c'est ce qu'Aristote appelait la rhétorique épidictique. Et donc, autant le genre de la délibératif et le genre judiciaire, c'est des genres de conflits, le discours épidictique, c'est plutôt des discours qui rassemblent. Donc, l'objectif, ça va être de temps en temps de faire l'éloge d'un guerrier, de faire l'éloge de quelqu'un qui a gagné les Jeux Olympiques, pour dire qu'il illustre ce qu'il y a de meilleur dans la communauté, dans le but que les membres de la communauté aient envie de, par émulation, d'être à la hauteur. Donc aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à des discours motivationnels, ce serait ce genre de choses, des discours dont la finalité est de remotiver les gens, mais aussi des discours de construction de communauté. Donc à partir de ces trois types de situations, on peut effectivement imaginer des choses du type, voilà, consoler un ami. Imaginer des choses du type faire un argumentaire pour obtenir une table au restaurant, etc. Moi, je m'aventure moins sur ces terrains-là parce que j'ai peur de trivialiser ma discipline et d'avoir des questions, parce qu'il y a plein de trucs, ouais tiens, ta vidéo ça m'a rappelé mon ex-petit copain pervers narcissique, etc. Et en fait je m'en fous. j'ai pas envie d'être un coach en relations interpersonnelles et en embrouille de bureau. Donc j'aime bien rester un petit peu au-delà de ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent mes vidéos avec des questions de ce type-là. Donc s'ils peuvent récupérer quelque chose, pourquoi pas. Moi j'irais pas trop m'aventurer là-dessus. Mon objectif, c'est vraiment que les gens fassent un travail sur leur expertise, quelles sont les choses qu'ils ont à apporter au public en creusant un domaine, et comment est-ce qu'ils peuvent le faire bien. Ce que vous venez de voir n'est qu'un petit extrait d'un entretien qui a duré, je crois, 1h30. Vous avez le lien vers l'entretien complet sous cette vidéo. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par la rhétorique appliquée à la création de contenu, ou si vous avez envie d'interagir avec moi, de me suggérer des thèmes de vidéos, si vous voulez en savoir plus sur le détail de ma stratégie de contenu, eh bien vous avez également sous cette vidéo le lien vers mon canal Telegram, et vous avez aussi le lien vers mon cercle des orateurs, et le cercle des orateurs, c'est un article de rhétorique que j'envoie une fois par mois, avec des choses concrètes qui devraient vous permettre de progresser sur la voie pour devenir un meilleur orateur, et faire donc mieux passer ce que vous avez à partager. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochains contenus.